Vous asseoir. Madame Whitman. Madame le témoin, j'espère que vous vous sentez mieux. If there is something in... Si à un moment vous vous sentez mal, faites-le moi savoir. On s'en occupera. Et étant donné que nous allons maintenant mieux vous occuper de vous, on va siéger 1 heure, uniquement 1 heure, après on aura le déjeuner. Et puis, donc vous aurez 1 heure et demie pendant la pause déjeuner. Vous pouvez vous alimenter un peu et vous reposer. J'espère que ça ira mieux. Et j'espère que les personnes qui vous poseront des questions seront gentilles avec vous. Maître Rocher, c'est à vous. Maître Rocher, je n'ai plus de questions. Le président, très bien. Parce que là, c'est à Maître Altit. Alors, souvenez-vous, Maître Altit, vous parlez français, le témoin parle français aussi. Donc, faites attention à ménager une pause entre les questions et les réponses. Parce que souvent, lorsque l'on parle la même langue, on accélère le débit. Or, là, il faut vraiment faire très attention. Vous avez la parole, Maître Altit. Bonjour Madame Fox. Je suis Emmanuel Altit, l'avocat principal de Laurent Gbagbo. À mon tour, je vais vous poser des questions et je vous serai reconnaissant d'y répondre de manière brève, concise et détaillée. Je vais aussi ajouter, à la suite du président, que s'il y avait la moindre chose, n'hésitez pas, même en cours de réponse, même pendant que je vous interroge, vous nous dites et le président ira dans le sens nécessaire. D'accord? Alors nous allons commencer, n'est-ce pas? Oui, nous pouvons commencer. Vous êtes arrivé à Abidjan à la mi-octobre 2010, n'est-ce pas? C'est exact. Et c'était votre première expérience en Afrique. Première expérience en Afrique, effectivement. Et votre premier poste dans le cadre des Nations Unies. Pardon, également. Il vous a donc fallu un certain temps d'adaptation, je suppose. Je ne sais pas ce que vous entendez par un temps d'adaptation, mais pas vraiment, en fait. Dès votre arrivée, vous étiez prête à travailler et vous connaissiez les lieux, les gens. Prête à travailler, ça je pense qu'effectivement je l'ai été dès le début. Connaître les lieux et les gens, bien sûr que non. Et j'étais toujours accompagnée dans ces premiers temps. Accompagné par qui? Accompagnée pas forcément par une personne, hein. Je parle d'accompagnement plus global, pardon. Donc par un superviseur. Encadré serait peut-être le mot le plus correct. Encadré par qui? Par mes collègues, donc essentiellement par des superviseurs. Comme il me semble l'avoir cité dans ma déclaration, j'ai expliqué que dans un premier temps, en fait, on fait le tour des différentes unités au sein de la division. Donc ça fait partie justement de l'encadrement, de permettre de connaître le reste du personnel, le fonctionnement des différentes unités et donc plus globalement de la division. J'attends un petit peu parce que, comme vous le savez, nos propos sont traduits et j'essaie de rendre les choses un peu plus faciles, mais ce n'est pas toujours facile. Alors, qui était cette personne qui s'occupait de vous, votre superviseur, votre supérieur? Alors, J'aimerais rappeler, dit Monsieur Zerkos, qu'il ne faut pas donner de nom.
Yes. Le président. Oui, et de plus, on ne doit pas répéter les questions qui ont déjà été posées et qui ont eu des réponses. Enfin, jusqu'à présent, est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est la deuxième fois? Jusqu'à présent, vous ne faites que poser des questions qui ont déjà été posées. Alors, vous en venez au superviseur. Alors, je crois que ces personnes ont été mentionnées à huis clos partiel hier. Contenté de réponses sur des superviseurs anonymes dont on ne sait pas grand-chose, je lui demande qui était son supérieur, à qui elle rendait compte, qui s'est occupé d'elle. Je voudrais connaître le nom. Et j'en profite pour répondre à mon confrère là-bas. Nous parlons de choses publiques. Un organigramme des Nations Unies, c'est public. On ne va pas aller en session à huis clos pour savoir quelle est l'échelle, la hiérarchie de l'ONUCI sur place. Nous ne parlons pas de secret d'État. Alors, puis-je poser cette question donc? No, we, Merci. I asked Le président, je demande à Madame le témoin si elle peut donner le nom en public. Moi, je ne pense pas que ce soit un problème, mais qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si, contrairement à Maître Altit, je ne sais pas si cet organigramme est vraiment public. Pour les... S'il vous plaît, répondez à la question. Le président vous l'a dit. À ma suite, répondez à la question. Ne commentez pas. Je crois qu'il m'a demandé si j'estimais que je pouvais le dire. Ah, pardon. Si j'estimais pouvoir le dire publiquement, mais j'ai peut-être mal interprété sa réponse. no, I think Non, non. Vous devriez le dire publiquement, mais si vous pensez que cela va créer des problèmes ou qu'il y a des problèmes, faites-le moi savoir. Ou alors dites-le non. Donc soit c'est public, soit vous pouvez le dire, soit vous expliquez pourquoi vous ne pouvez pas le dire. Monsieur Demedger, écoutez, hier c'était... Les noms ont déjà été donnés de toute façon. Et c'était à huis clos. Le président, oui, je voudrais être quand même toujours cohérent, donc faisons comme hier. J'attends votre réponse, Madame le témoin. Ah, is this a name? J'aimerais savoir si, d'après vous, vous pouvez donner ce nom en public, oui ou non. On pourra toujours, de toute façon, reclassifier les documents par la suite. Is this what? Le président, est-ce l'un des noms que vous avez mentionnés hier, alors que nous étions à huis clos partiel? Intervenir. Le président, non, je voudrais parler au témoin. Je demande à Madame le témoin si le nom concerné est l'un des 3 que vous avez mentionnés hier à huis clos partiel. c'est-à-dire que la première personne à qui je rendais des comptes, effectivement, a été mentionnée hier. So we go in private session. Donc il faut que nous passions à huis clos partiel et on donnera les noms à huis clos partiel et ensuite on repassera en audience publique.
We're in open session, Your Honor. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Thank you, Maître Altit. Président, très bien. Merci. Maître Altit, c'est à vous. Le micro n'était pas allumé. Lorsque vous arrivez, Madame Fuchs, quel type de briefing avez-vous reçu? En gros et rapidement, hein, pour qu'on ait une idée, mais ne rentrez pas nécessairement dans les détails. Alors, je peux peut-être préciser pour qu'on aille plus vite. Avez-vous reçu un briefing sur la situation politique et sécuritaire du pays au moment où vous arrivez, donc à la mi-octobre 2010? Oui, effectivement, mais effectué par d'abord par le Bureau des volontaires des Nations Unies. On nous remet un booklet, un petit livret. Ensuite, est-ce que j'ai dû recevoir un briefing de la sécurité à un moment? Je ne me rappelle pas exactement la chronologie exacte. Et quand on arrive et qu'on fait aussi le tour des unités, on est briefé sur la situation. Mais je dois vous avouer que je ne me rappelle pas suffisamment pour savoir le contenu exact de ce briefing. Vous a-t-on donné des informations sur la présence de troupes rebelles à l'hôtel du Golfe? Pas à mon arrivée. Quand? Je pense que la première fois que j'ai entendu parler de l'hôtel du Golfe, ça devait être plutôt en décembre ou en janvier. Et qu'avez-vous appris? Je ne me rappelle pas exactement, mais je pense même que la première fois qu'on m'en a parlé, ça devait être pas avant décembre ou janvier. Et c'était au moment... Enfin, je ne me rappelle pas après des détails spécifiques, mais je me rappelle que pour moi, c'était Alassane Ouattara qui était à l'hôtel du Golfe. Après, dans les détails, avec qui, etc., ça, je ne sais pas. Et en tout cas, il ne me semble pas avoir entendu le terme rebelle. Et troupes, contingents, armés? Franchement, je ne me rappelle pas. J'arrive pas. C'est trop lointain pour que j'arrive à m'en rappeler. Vous êtes allé vous-même à l'hôtel du Golfe? À ce moment-là, jamais. Quand? En 2015, D'accord. pour des raisons personnelles. Pardon, 2014. Vous a-t-on donné des informations lors de ce briefing ou plus tard sur la présence de combattants infiltrés, combattants rebelles infiltrés, ou sur la présence de caches d'armes? Je ne crois pas. À votre connaissance, y avait-il des représentants de l'ONU à l'hôtel du Golfe pendant toute cette période qui commence au moment où vous arrivez à Abidjan? Je ne peux vraiment pas vous parler de la période où je venais d'arriver à Abidjan. Je n'avais même pas connaissance de cet hôtel du Golfe, donc je ne savais même pas que ce lieu existait, tout simplement. Ensuite, je sais plus tard, mais je ne peux pas vous le donner avec certitude, une date ou un moment. Je sais que Alassane Ouattara et des proches du président Ouattara se trouvaient à l'hôtel du Golfe. Je sais aussi qu'apparemment il ne pouvait pas se déplacer. Et je crois qu'il y avait des ravitaillements qui étaient effectués par les Nations Unies. Je souligne sur le fait je crois et je ne peux pas vous donner plus de détails car je ne sais pas après exactement comment ça se passait. Je crois également qu'il y avait une sécurité assurée
par les Nations Unies. Mais là encore, on est non pas dans des certitudes ou dans des faits, et on est dans ce que j'ai pu entendre à cette époque. Vous arrivez à la mi-octobre 2010 et très peu de temps après, c'est le premier tour des élections présidentielles, n'est-ce pas? C'est exact. Pendant cette période, entre votre arrivée et le premier tour des élections présidentielles, est-ce que vous étiez autorisé à, à aller en ville à votre convenance ou deviez-vous respecter des consignes de sécurité? Donc avant le premier tour des élections, hein. Avant les premiers tours des élections, hormis les restrictions de couvre-feu des Nations Unies, mais je me rappelle plus à quelle heure il était, hein. Il était entre 11h et 1h du matin, mais je me rappelle plus si c'était 11h, minuit ou 1h. On avait une libre circulation, en tout cas pendant la journée. Après, il y avait certains quartiers qui étaient déconseillés de nuit. Et bien sûr, bon, on avait des restrictions un peu de mouvement dans le sens que, mais c'est des règles des Nations Unies et on n'a pas le droit de se déplacer entre deux villes. Il y a des horaires, hein, mais comme ça, de mémoire, comme d'une mission à l'autre, ça change. Je ne me rappelle plus exactement quels étaient ces D'accord. horaires, mais il y avait quelques restrictions. Et entre les deux tours? En tout cas, il y avait les mêmes restrictions. Je ne me souviens pas s'il y avait des restrictions supplémentaires. C'est possible. Et après le second tour? Pareillement, je sais qu'il y a eu des restrictions supplémentaires à un moment, mais je ne saurais vous dire exactement à quel moment. Au-delà de ça, il faut également rappeler qu'un couvre-feu national avait été mis en place à un moment, qui ne dépendait pas des Nations Unies, pardon. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, très peu de temps après le second tour, quelques jours à peine, vous êtes évacué. Et vous êtes évacué à Banjul, c'est ça? Effectivement, on a été évacué vers Banjul, donc en Gambie. Je crois que dans ma déclaration, j'ai cité les dates exactes. Et ces dates, je les avais vérifiées à l'époque de ma déclaration. De mémoire, hier, que je me suis trompée, je ne peux pas m'en rappeler. Si vous me les redites, effectivement, c'est en tout cas celles qui sont dans la déclaration. Nous prenons pour acquis ce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit hier du 3 au 10 décembre, et puis vous êtes reprise en disant non, c'est peut-être aux dates que j'avais données dans ma déclaration du 7 au 13. Mais c'est grosso modo l'idée. C'est exactement ça. D'accord. Le 14 décembre, vous revenez à Abidjan, c'est ça? Je pense que même le 13, je suis de retour à Abidjan, parce qu'en fait, la vérification a été faite avec Le les 13. entrées et sorties. D'accord, le 13. C'est pour, si je puis vous... Si je puis vous rassurer, c'est pour avoir une idée d'où vous vous trouviez, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et, et ensuite, j'ai cru comprendre que vous aviez été incité, je crois que c'est le mot que vous aviez plus ou moins employé, vous, le personnel, à partir en vacances pour la période de Noël. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes resté à Abidjan que très peu de temps, entre le 13 et je ne sais quelle date. Est-ce que vous pouvez nous dire quand à peu près? Alors la date, ça devait être 2-3 jours avant Noël, hein. C'était D'accord, pas.
donc nous voyageons avec nos passeports nationaux. Et selon mes souvenirs, les visas avaient été refusés dans le pays. Enfin, on n'avait pas pu renouveler nos visas dans le pays. Après, ça, pareil, je ne peux pas vous donner plus de détails puisque c'est pas nous-mêmes personnellement qui nous en chargions, mais c'était le bureau des volontaires des Nations Unies qui était chargé de ce renouvellement de visa. Donc, je me rappelle qu'il y avait eu un petit problème et Excusez-moi, pardon, hein, je vous interromps, vous me pardonnez. oui. Une approximation me satisfait amplement. Ah, d'accord. Ça peut être vers le début janvier, mi-janvier, fin janvier, ça me va. Il me semble que c'était mi-janvier. Mi-janvier, très bien. Pour les besoins d'enregistrement, je répète, mi-janvier 2011. Et c'est à ce moment-là, si j'ai bien compris, que vous nous avez dit que vous étiez resté, si je puis dire, coincé, enfin en tout cas consigné à... Ces choses se passent. Légèrement après, en fait, quand je suis revenue, j'ai pu rentrer à mon domicile et je dirais environ 3 semaines après, j'ai eu cet épisode dont j'ai parlé hier qui m'a obligée à déménager d'une certaine façon et aller m'installer de façon permanente, enfin en tout cas durant ces 2 mois, au quartier général. De l'hôtel Sebroco, le quartier général des Nations Unies à l'époque, vous pouviez sortir quand vous vouliez? Je me rappelle que les déplacements étaient limités, mais je ne me rappelle pas dans quelle mesure. Et vous êtes sorti? Hormis en mission, non, jamais. Non. Donc pour les besoins d'enregistrement, non. Hormis en Hormis mission. Oui, oui, oui. Vous nous avez dit aussi avoir été évacué le 3 avril. Est-ce que c'est bien cela? La date me semble correcte, effectivement. D'accord. Jusqu'à quand? Pardon, d'abord où? Et puis jusqu'à quand? Alors j'ai été évacuée à Bouaké. Et ensuite, j'ai pris, je pense, des congés à ce moment. Enfin, après, je suis restée 1 semaine environ à Bouaké, selon mes souvenirs. Et j'avais des affaires personnelles à régler qui m'ont obligée à partir. Pardon, jusqu'à... parce que vous m'avez demandé jusqu'à quand environ. Je suis revenue en mai, début mai. J'ai pas la date exacte. Dans la première quinzaine de mai. Oui, c'est ce que vous nous avez dit, Ah. ou plutôt ce que vous aviez noté sur votre déclaration. Vous êtes resté à Bouaké jusqu'au 9 avril, puis revenu à Abidjan le 4 mai. C'est bien cela? Pareillement, en fait, au moment de ma déclaration, j'avais vérifié. Donc c'est bien cela. Donc c'est bien cela. D'accord. Ce qui veut dire que du 9 avril au 4 mai, vous étiez en congé. J'ai bien compris? C'est exact. Pardon, j'ai dit c'est exact. Ah, pardon. Très bien. Pourquoi avez-vous été évacué le 3 avril? Je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas justifier de l'évacuation à cette date plutôt qu'à une autre. En fait, je n'ai
pas le domaine. La situation s'était détériorée, la situation sécuritaire. Détérioré comment? Il y a eu un moment, mais je ne sais pas exactement la date également, où les mouvements du personnel des Nations Unies, décidés par la sécurité des Nations Unies, ont été complètement limités. C'est-à-dire que soit on était au bureau et on restait au bureau, soit on était à la maison et on restait à la maison. Mais on ne venait plus au travail, on ne se déplaçait plus. Mais je ne saurais vous dire exactement le moment. Ma question était détériorée comment? Je pense qu'il va falloir que je vous demande de reformuler votre question parce que je ne comprends pas ce que vous entendez par détériorer comment. Je vais reformuler. Vous avez dit la situation sécuritaire s'était détériorée, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. C'est un élément d'information que vous nous donnez. Oui. Elle s'était détériorée. Mhm. Je pourrais vous demander comment définiriez-vous, dans ces circonstances, détériorer? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quelle signification donnez-vous à détériorer? Mais ma question était un peu plus vaste que cela. Après, j'espérais qu'après que vous nous ayez dit ce que vous entendiez par détériorer, vous nous disiez qui participait à cette détérioration. Qu'est-ce qui se passait sur le terrain? C'est ça ma question. D'accord. Ok, je comprends mieux Ouais. votre question. Donc, la situation s'était détériorée parce qu'il y avait beaucoup d'hommes armés de part et d'autre dans les rues. Il y avait des quartiers qui étaient, contrôlés par différents groupes, forces loyalistes ou autres groupes armés. Et il y avait des échanges de tirs réguliers. Il y a eu également des tirs de grenades. Donc, il y avait une situation sécuritaire qui empêchait un mouvement de façon sûre des personnes. Les forces des Nations Unies étaient partie prenante à ces échanges de tirs? Je ne saurais le dire, hormis en défense du, comment on dit, du compound, c'est un peu plus que le bâtiment, donc du quartier général. Je vais reposer ma question peut-être un tout petit peu différemment. Des contingents des Nations Unies, des éléments blindés des Nations Unies, des éléments aériens des Nations Unies, par exemple des hélicoptères, étaient-ils à cette période partie prenante à des combats? Personnellement, je n'ai rien vu là-dessus. Je suis en train d'essayer de réfléchir si j'ai lu des rapports éventuellement dessus. J'ai lu des rapports où il était fait état d'échanges de tirs, mais je ne saurais vous dire dans les circonstances exactes. Et pour ce qui est des hélicoptères, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Quel rapport? Des Daily C-Trip. Alors, je vais vous reposer ma question, parce que ma question est assez... Elle englobe tout ce que vous dites, c'est-à-dire ce que vous avez pu voir, certes, ce que vous avez pu lire, certes, ce que vous avez pu entendre, certes, tout cela. Donc, à votre connaissance, connaissance, ça veut dire en fonction de quelque élément d'information que ce soit, des forces des Nations Unies,
des forces de l'ONUCI ont-elles été partie prenante à des combats à cette époque-là étant grosso modo autour du 3 avril, avant et après? J'ai effectivement entendu dire que dans le cadre de son mandat, la force des Nations Unies avait déjà échangé des tirs. Moi, j'ai lu échange de tirs. Je me rappelle, échange de tirs. Elle avait tiré sur qui? Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Vous n'en avez aucune idée? Non, je n'ai pas connaissance de la réponse. À l'époque, vous étiez à l'hôtel Sebroco, n'est-ce pas? Exactement. Coincé là, parmi des centaines de membres des Nations Unies, sans pouvoir en sortir. 24 heures sur 24, sauf lors de vos missions, vous étiez à l'hôtel Sebroco, n'est-ce pas? C'est exact. D'accord. À votre connaissance, des forces françaises étaient-elles partie prenante à ces combats? Je ne saurais dire si elles étaient partie prenante au combat. Je sais que par contre, des forces françaises venaient régulièrement à Sebroco et repartaient de Sebroco. Pour faire quoi? Je ne saurais le dire, mais on a un officier de liaison, par exemple, de la force Licorne, qui était, je ne sais pas si on peut dire basé, parce que je ne me rends pas compte à quel point, en fait, s'il était juste de passage dans les... Si chaque jour il passait, en fait, si vous voulez, ou s'il était là de façon permanente. Son nom? Je n'en ai pas la moindre idée. Son rang? Je n'en ai pas la moindre idée. Aviez-vous des amis parmi les contingents militaires ou policiers, ou des connaissances parmi les contingents militaires ou policiers des forces des Nations Unies, de l'ONUCI? Oui. 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 Et ils vous racontaient des choses sur ce qu'il se passait sur le terrain, sur les combats par exemple? Non, je ne m'en rappelle pas, non. Il me semble pas qu'on ait échangé réellement sur des combats. C'était pas important que les gens se tirent dessus à quelques mètres de là? On a parlé des zones de contrôle, si vous voulez, qui étaient où en ce moment, etc. On a beaucoup parlé en fait de la population civile, mais je n'ai pas souvenir qu'on ait parlé d'échanges de combats réellement. On a parlé d'entités différentes qui prenaient part à ces combats, mais réellement, je n'ai pas souvenir qu'on a parlé de combats directs. La seule fois peut-être, j'ai un souvenir qu'on a parlé une fois de la situation à l'ouest du pays et de la descente, et de l'arrivée aussi sur Abidjan, mais je n'ai pas souvenir qu'on ait vraiment parlé d'échange. C'était plus, on parlait de zone de contrôle en fait, de la descente et de zone de contrôle. D'accord. L'arrivée sur Abidjan de qui? De personnes du Nord, C'est qui ces personnes? d'anciens comme zone, d'hommes armés, de membres du commando invisible. Il y a eu cette apparition tout d'un coup, justement, on nous parlait du commando invisible aussi. Alors, si vous permettez, on va reprendre parce qu'il y a plusieurs éléments. Please slow down. Le président, s'il vous plaît, ralentissez. Alors, on va reprendre. Des personnes du Nord, des hommes armés. D'accord. Ils étaient nombreux? De ce que j'ai entendu et de ce que j'ai pu voir, oui. Combien? Je ne saurais le dire. À peu près? Je ne saurais le dire.
Ils étaient bien armés? De ce que j'ai vu, oui. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu plutôt des armes de guerre. Donc, j'ai eu l'occasion de voir comment on appelle ça, des fusils. Alors après, on parle de Kalash, mais je ne sais pas si c'est vraiment une Kalachnikov ou AK-47 ou si c'est la même chose. Mais vous voyez ce type de fusil. Je crois même, enfin, il y avait également des lance-roquettes. Vous savez, les petits lanceurs qu'on met sur l'épaule. Oui, beaucoup de fusils, beaucoup de fusils. J'ai vu également des fusils un peu plus traditionnels, comme des fusils à deux coups, en fait. Et des couteaux et des machettes. Et quand sont-ils arrivés à Abidjan? Vous parlez d'une arrivée à Abidjan. Quand sont-ils arrivés à Abidjan? Je ne me rappelle pas de la date, À peu près. exacte. Je dirais dans le courant du mois de février, début mars, mais je n'ai pas de date exacte. D'accord. Et peut-être même Abidjan, c'était peut-être un peu plus tard, mais moi je pense que c'était déjà fin février, début mars. D'accord. Fin février, début mars. Et vous disiez, si j'ai bien compris, avoir vu des dozos aussi, c'est ça? C'est exact. C'est quoi un dozo? C'est un chasseur traditionnel, notamment quand je parlais des fusils plus traditionnels. Eux étaient en général armés de fusils plus traditionnels, mais également d'autres armes comme des machettes, etc. Et vous les avez vus où? La première fois que j'en ai vu, c'était quand on est parti en mission à Anandkwa-Kouté. Je n'ai pas en mémoire la date exacte. Il me semble que c'était début mars. Peut-être que dans ma déclaration, je cite la date exacte. Donc si je comprends bien, vous nous dites que eux aussi sont venus du Nord. À peu près cette date-là, c'est ça? Alors, je ne sais pas exactement quand ils étaient arrivés, mais en tout cas, moi, la première fois que je les ai vus, c'était à ce moment-là. C'était également la première fois que je voyais un dozo. Je ne savais pas qui étaient exactement les dozos. J'en avais vaguement entendu parler, mais, euh, mais voilà. Et, et oui, parce qu'on leur a posé des questions. Et ils nous ont dit qu'ils venaient du Nord. Ils vous ont dit quoi? Qu'ils venaient du Nord du pays. Eux-mêmes. Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit. À quoi reconnaît-on un dozo? Alors, un habit traditionnel, des gris-gris portés autour du cou. Je ne sais pas s'il y a vraiment une caractéristique spécifique de dozo, mais je me rappelle que lors de cette mission, j'étais avec le directeur adjoint et qui m'a expliqué justement ces caractéristiques. Et puis eux-mêmes nous avaient indiqué certains points. Après, dans le détail, je ne me rappelle pas. Mais je me rappelle par rapport au gris-gris, en fait. Parce que j'avais demandé ce que c'était et à quoi ça servait, etc. Donc ça je m'en rappelle. Et ça sert à quoi? À protéger des balles. Protéger Des balles. des balles. Mhm. D'accord. Vous avez eu peur? Je n'étais pas rassurée. D'accord. Par contre, encore une fois, on était sous escorte. Hein. C'est pas non plus qu'on était parti tout seul. Hein. Une escorte de qui? De la force de l'ONUCI. Donc si je comprends bien, vous étiez dans un blindé de l'ONUCI, c'est ça? Non, nous, on était dans un véhicule. Je ne sais pas s'il était blindé ou pas, mais en tout cas, c'était un 4x4 classique. Et il y avait un véhicule blindé de l'ONUCI avec nous.
Je, je ne suis pas sûre aussi que c'était le grand véhicule blindé. Je pense que c'était quelque chose d'un peu plus léger, mais je ne m'en rappelle pas exactement. Et les soldats de l'ONUCI qui étaient là avec vous, de quelle nationalité étaient-ils? Je ne m'en rappelle pas. Européens? Non. Africains? Je pense qu'ils étaient jordaniens, mais je ne suis pas sûre à 100%. D'accord. Alors, vous nous avez parlé de groupes rebelles, descendus à Abidjan, de Dozo, descendus à Abidjan, et vous nous avez dit aussi le commando invisible. Commando invisible. Alors, qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous nous dire très rapidement, pour qu'on ait une idée, qu'est-ce que le commando invisible? C'est un groupe de personnes armées placées sous le commandement de IB, mais je cherche son nom. Ça va me revenir. Je vais continuer. Peut-être que son nom me reviendra. Pardon, IB, hein, vous avez dit, Oui, oui, pour l'enregistrement. c'est son surnom, mais je connais son nom. Ça va certainement me revenir dans quelques instants. Mais vous savez, quand on cherche, des fois, on ne trouve pas, justement. Et qui, selon leurs propos, était là pour libérer le pays et que le président élu puisse prendre fonction. D'accord. Brièvement. D'accord. Donc vous leur avez parlé. Oui, effectivement. Où ça? Sur la route entre Yopougon et Abobo et à Anyama. Et je pense que c'est tout. Vers Williamsville aussi. D'accord. Et ceux à qui vous avez parlé, ils étaient armés? Oui. Armés comment? Lourdement armés, avec le même type d'armement que ce que je vous ai décrit précédemment, donc des fusils mitrailleurs, des Kalash, Kalash, comme je vous ai dit tout à l'heure, et des petits lance-roquettes. Des petits lance-roquettes? Oui. Vous en avez vu beaucoup des petits lance-roquettes? À 2 occasions, je dirais. D'accord. Ces rencontres, elles ont eu lieu quand, à peu près, hein, pour qu'on ait une idée? Durant ce mois de... Pardon? Durant le mois de mars, durant cette période entre... fin février, je pense pas. Je pense que c'était vraiment en mars. D'accord. Et maintenant, voilà éclaircie la phrase que vous nous aviez dite. 3 groupes différents. Ce commando invisible, à votre connaissance, il venait d'où? Je dirais du nord du pays, mais je ne sais pas exactement. D'accord. Je suis désolée, mais est-ce qu'il serait possible d'avoir une petite interruption de séance? Naturellement, je me tourne vers le président, mais naturellement. Yes, I think we. Le juge président. Oui, je pense que nous pouvons tout à fait faire la pause déjeuner. Donc vous aurez une longue pause et non une brève pause. Donc une pause d'1 h 30. Oui? Excusez-moi? Si besoin, Monsieur le Président, nous comprenons tout à fait la situation. Mais, en revanche, je pense que ce serait peut-être le bon moment pour déterminer si notre ami peut parler au témoin ou pas au cours de son témoignage. Et je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait possible compte tenu des règles qui régissent cette cour. Well, I think it is. Le juge président, oui, je pense qu'il peut lui parler. C'est possible, mais il ne peut pas lui parler du fond de la déposition.
Mais bien entendu qu'il peut lui parler, il peut lui demander comment elle va, si elle va bien. Bien sûr qu'il peut lui parler. Mais il ne peut pas lui parler de la teneur des questions qui sont posées. D'accord? Voilà. Tout à fait clair. Ne serait-il pas préférable que ce soit en présence de l'UVT ou d'un représentant de l'UVT? Ça éviterait toute suspicion de coaching. They're always the witness. Le juge président. Mais le témoin, par définition, c'est l'unité des victimes et des témoins qui s'occupe d'elle, qui vient la chercher, qui la ramène. Donc bien sûr qu'elle est placée sous la protection de l'unité des victimes et des témoins, ou pas de la section, de l'unité. Donc très bien. Alors je pense que nous allons maintenant faire la pause jusqu'à 14h30.